Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une question au cœur du programme de première, comment se forment les prix sur un marché. On va décortiquer ensemble le fameux mécanisme de l'offre et de la demande pour que tu puisses maîtriser ce chapitre qui est essentiel pour le bac. Pour commencer, une question que tu t'es sûrement déjà posée. Comment c'est possible que le prix d'un billet d'avion pour New York change du tout au tout, parfois d'un jour à l'autre, ou même d'une heure à l'autre? Eh bien, c'est exactement ce genre de mystère que les sciences économiques nous permettent d'éclaircir. Regarde un peu cet exemple. Pour le même vol, l'écart de prix est juste énorme. Cette variation, elle ne sort pas d'un chapeau. Pour la comprendre, les économistes ont besoin d'outils, d'une sorte de carte simplifiée de la réalité. C'est ce qu'on appelle un modèle. Et justement, notre première partie va porter sur ce modèle. On va faire un petit tour dans le laboratoire de l'économiste pour découvrir le modèle de base, celui du marché qu'on dit en concurrence pure et parfaite. Allez, premier réflexe en SES, on définit les termes. Un marché, attention, ce n'est pas forcément un endroit physique, comme le marché de ta ville le dimanche. C'est avant tout un concept. C'est le point de rencontre, même virtuel, entre ceux qui vendent, donc l'offre, et ceux qui achètent, la demande. C'est un peu comme un biologiste, tu vois. Pour comprendre le fonctionnement d'un organisme entier, il va d'abord observer une cellule au microscope. Eh bien, l'économiste fait pareil. Pour comprendre le fonctionnement de tous les marchés, qui sont super complexes, il utilise un modèle simplifié. Ce modèle, c'est celui de la concurrence pure et parfaite. C'est une situation idéale, une sorte d'expérience en laboratoire. Ce modèle repose sur 5 conditions très, très strictes. Et le point crucial à retenir, c'est que si et seulement si ces 5 conditions sont toutes réunies, alors personne, mais vraiment personne, ni un acheteur ni un vendeur, ne peut à lui seul influencer le prix. Le prix est une donnée qui s'impose à tout le monde. On dit alors que les acteurs sont preneurs de prix ou price takers en anglais. Alors, c'est quoi ces fameuses 5 conditions? On les passe en revue. 1. L'atomicité. Imagine une plage avec des millions de grains de sable. C'est ça. Tellement d'acheteurs et de vendeurs que personne n'a de poids. 2. L'homogénéité. Tous les produits sont identiques. Un grain de blé est un grain de blé. 3. La libre entrée. N'importe qui peut décider de vendre du blé sans barrière. 4. La transparence. Tout le monde connaît tous les prix tout le temps. Et enfin 5. La mobilité des facteurs. Les entreprises peuvent facilement déplacer leurs ressources, leurs machines, leurs employés, là où c'est le plus rentable. Il faut vraiment bien saisir ces 5 points. Ok, super. Maintenant qu'on a posé les règles du jeu de ce marché parfait, voyons comment ça se passe concrètement. Comment est-ce que les deux forces du marché, l'offre et la demande, interagissent pour fixer ce fameux prix? D'un côté, il y a la demande. C'est nous, les consommateurs. La logique, elle est super simple. Plus un produit est cher, moins on a envie de l'acheter. Et à l'inverse, si le prix baisse, on est prêt à en acheter plus. C'est pour ça que la courbe de demande est décroissante. Quand le prix descend, la quantité demandée augmente. De l'autre côté, on a l'offre, c'est-à-dire les producteurs. Pour eux, c'est la logique inverse. Plus le prix de vente est élevé, plus ils sont contents, plus ça les motive à produire et à vendre, parce que leur profit potentiel augmente. La courbe d'offre est donc croissante. Quand le prix monte, la quantité offerte augmente aussi. Et là, c'est le moment magique. Le point où les deux courbes se croisent, c'est le point d'équilibre. C'est le seul prix où la quantité que les vendeurs veulent bien offrir est exactement la même que la quantité que les acheteurs veulent bien acheter. À ce prix-là, tout le monde y trouve son compte. Et ça, c'est un point vraiment fondamental. L'échange volontaire sur un marché, ça crée de la valeur. L'acheteur était probablement prêt à payer un peu plus et le vendeur aurait peut-être accepté de vendre pour un peu moins. Au final, les deux réalisent un gain. C'est ça, les gains à l'échange. Ce graphique est parfait pour visualiser ces gains. La zone bleue, c'est le surplus des consommateurs. C'est la somme de toutes les bonnes affaires qu'ils ont faites. La zone rose, c'est le surplus des producteurs, la somme de tous les profits supplémentaires qu'ils ont réalisés. Et l'addition des deux, c'est le gain total pour la société. C'est important parce qu'on considère souvent qu'un marché est efficace quand ce surplus total est le plus grand possible. Bon, ce modèle est très élégant, très propre, mais il est temps de revenir sur Terre. On va voir maintenant comment ce modèle nous aide à comprendre les marchés réels qui, eux, sont bien plus compliqués. La question est vite répondue. Des produits parfaitement identiques, une information parfaite pour tout le monde, une multitude de vendeurs. Dans la réalité, c'est extrêmement rare. Il faut donc bien garder ça en tête. Le modèle est un idéal, un point de référence, mais ce n'est pas une photographie de la réalité. La plupart des marchés ressemblent plutôt à un oligopole, avec quelques grosses entreprises qui se partagent le gâteau, ou même un monopole, avec un seul vendeur. Et là, ça change tout. Les entreprises ne sont plus preneuses de prix, elles deviennent faiseuses de prix.
elles ont le pouvoir d'influencer les tarifs. Prenons le marché de l'automobile en France. On voit bien que 3 grands groupes dominent tout. C'est un exemple typique d'oligopole. Les décisions de Renault sur ses prix ont un impact direct sur Peugeot et inversement. On est à des années-lumière de l'atomicité de notre marché parfait. Et puis, il y a un autre acteur qui vient souvent perturber le jeu naturel du marché, c'est l'État. Que ce soit pour des raisons de santé publique, d'écologie ou de justice sociale, il peut tout à fait décider d'intervenir, par exemple en instaurant une taxe. Et ce qui est intéressant, c'est que notre modèle de l'offre et la demande, il nous permet d'analyser l'effet de cette taxe. Comme le montre le graphique, une taxe sur les sodas va déplacer la courbe d'offre vers le haut. Résultat, on a un nouveau point d'équilibre avec un prix plus élevé pour le consommateur et moins de sodas vendus. Notre modèle, même simple, est donc un outil très puissant pour prévoir les conséquences des politiques publiques. Allez, dernière ligne droite. On récapitule tout ça pour que tu aies une véritable boîte à outils pour tes révisions et pour le jour J. Voici les 5 définitions qu'il faut connaître sur le bout des doigts. D'abord, le marché, ce lieu de rencontre. Puis l'offre, la quantité proposée par les vendeurs. La demande, la quantité souhaitée par les acheteurs. Le prix d'équilibre, celui qui met tout le monde d'accord. Et enfin, le surplus, qui mesure les gains de l'échange. C'est vraiment la base de tout le chapitre. Et pour visualiser l'ensemble, voici le schéma bilan parfait. Il résume les hypothèses du modèle, la rencontre de l'offre de la demande et les résultats en termes d'efficacité. N'hésite pas à faire une pause pour bien l'analyser et même le refaire sur une fiche. C'est un excellent support de révision. On termine avec une question pour ouvrir le débat. On a vu que le prix d'équilibre du marché est efficace car il maximise les gains à l'échange. D'accord, mais est-il pour autant toujours juste ? Le marché du travail, par exemple, peut-il fixer un salaire d'équilibre qui soit trop bas pour vivre dignement ? Là, on dépasse l'économie et on touche à la philosophie, à la politique. Voilà, cette explication est terminée. Si elle t'a été utile, un petit like est toujours apprécié. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Et surtout, partage cette analyse avec tes camarades de SES. Bon courage pour les révisions.